Avant, pour manger, on se posait pas trop de questions. Et puis un jour, tout s'est emballé. Du champ à l'assiette, tout s'est complexifié. Vous vous êtes déjà demandé comment on en est arrivé là ? Comment notre système alimentaire est devenu si compliqué ? Je dirais que l'humanité a toujours eu peur. Pendant très longtemps, et ça reste vrai pour l'essentiel des humains, nous avons eu peur de manquer. Et on n'a pas complètement tort. À la sortie de la guerre, on passe de 3 milliards de bouches à nourrir à bientôt 6 milliards. Pour nourrir cette population croissante, on a créé des dispositifs qui ont permis aux agriculteurs de se moderniser, de passer d'un système artisanal à un système productiviste. Allez, ciao la vieille agriculture, on va aller chercher outre-Atlantique des méthodes pour moderniser les campagnes. On est dans une phase, dans les 30 glorieuses, d'industrialisation de l'économie. Tout peut se fabriquer en masse, des nouveaux produits, les frigos, les voitures, les choses comme ça. On a un capitalisme de consommation qui a des biens à vendre. Et là-dedans, évidemment, il y a l'agroalimentaire qui se développe de manière très très significative. On a un approvisionnement qui devient quantitativement plus abondant, qualitativement plus homogène et donc plus facile à mettre dans des catégories et à gérer. Derrière, on va pouvoir fournir des infrastructures de commercialisation qui elles-mêmes sont de grande taille, ont des réseaux de stockage, des plateformes logistiques, etc. Ces produits de consommation alimentaire, ils vont se démultiplier. C'est une période de profusion en réalité. Les supermarchés. Les supermarchés, c'est l'aboutissement de ce modèle. Et ça a permis de drastiquement baisser les prix. Le budget des ménages consacrés à l'alimentation a été divisé par 2 en 50 ans. Ce qui s'impose, c'est un système agro-industriel, voire agro-tertiaire, où la production agricole est intégrée au système de commercialisation, de transformation, de distribution. On a une complexification autour du système alimentaire. Vous en auriez là en 13-13 ? En 13-13, non, en 12-12, oui. Eh bien, en 12-12. Au contraire, il y a davantage d'oligo-éléments. L'agriculteur qui faisait ses semences, qui récupérait son fumier ou celui de son voisin pour faire de l'engrais, des choses comme ça, il achète ses engrais, il achète ses semences, il achète ses machines, et donc finalement il devient juste intégré dans un réseau de fournisseurs et de clients beaucoup plus vaste. Imaginez un peu, avant, quand on achetait son pain, ça se faisait, disons, localement, entre l'agriculteur, l'artisan et le commerçant. Mais avec la révolution industrielle, tout s'est complexifié. L'agriculteur achète ses semences, cultive son blé, qui est acheté par un meunier, puis transformé en farine, mis en paquet et distribué à des boulangers ou à des grandes surfaces pour faire le pain. Le système alimentaire agro-industriel, c'est ça. Tout un tas d'acteurs pour mettre du pain dans votre assiette. Et une partie à la poubelle. Quand un système est largement piloté par l'industrie agroalimentaire, la majorité de la valeur ajoutée, elle provient de l'industrie agroalimentaire plus que du producteur. Ce que ça veut dire, c'est que l'agriculteur a perdu sa place centrale dans le système alimentaire. Et qu'on est passé de 6 millions de paysans à moins de 500 000 aujourd'hui. Ce qui s'est construit progressivement, c'est le développement d'une alimentation de plus en plus transformée, qui a été largement présentée à la fois comme des biens, mais aussi comme des services. Ce qui va en fait progressivement déplacer la compétence culinaire depuis les foyers vers les firmes agroalimentaires. Tout le monde était content, c'était vraiment quelque chose, c'était un plus, et qui finalement petit à petit se délite parce qu'on a eu tout d'un coup des questions qui se sont posées. Cette crise de la vache folle, ça a été tout d'un coup une prise de conscience d'une population qui ne se rendait pas vraiment compte qu'en effet l'industrie, elle avait fait tous ses progrès, mais elle n'avait pas expliqué comment ça se faisait. 2 ans après, il y a eu la crise de la dioxine et on a vu les volailles qui étaient dans des cages et les gens pensaient qu'on ne faisait pas comme ça, qu'on avait encore des poulets dans les basses-cours et que c'était Martine à la ferme, quoi, en fait.
Et chez vous, qui fait à manger? Lui? Elle? Ou bien des gens hyper loin que vous ne connaissez pas du tout? Vous voyez ces petits bonhommes en blanc? Ce sont eux qui nous fournissent les 3/4 de notre alimentation. Le plat le plus consommé aujourd'hui à l'échelle planétaire, ce n'est pas le Big Mac, c'est la pizza. Mais pour pouvoir mondialiser, pour pouvoir globaliser la pizza, il a fallu lui enlever ce qui était le plus typé, c'est-à-dire l'ail et le basilic frais. C'est-à-dire qu'on a fait de la pizza une pâte sur laquelle on peut mettre n'importe quoi, y compris de l'ananas. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal pour certains produits que l'on consomme, notamment les produits transformés, à pouvoir les localiser. Votre pizza, vous allez avoir beaucoup de mal à dire d'où elle vient, où est-ce qu'elle a été produite. Donc, on n'arrive plus finalement à localiser. Il y a une vraie distanciation physique. On ne se pose plus vraiment la question de d'où viennent nos produits, comment ils ont été fabriqués, qui les a fabriqués. On mange mieux? Je sais pas, il me semble qu'il y a plus de variétés. Vous avez des légumes, par exemple, qu'on n'avait pas toute l'année. Maintenant, on a des tomates toute l'année. On a d'autres légumes toute l'année. On a perdu en fait la connaissance de ce que l'on mange. Notamment la question de la saisonnalité. Aujourd'hui, non seulement nous sommes des mangeurs hors sol, mais nous sommes aussi des mangeurs hors temps. Nous n'avons plus le temps de cette élaboration du repas et nous allons vers des produits tout préparés. Produits surgelés, stérilisés, conserves industrielles, préparation à cuire, prête à l'emploi, sous vide, à laver, déshydrater, lyophilisée, à assembler, à réchauffer. Bref, l'industrie a appris à s'adapter à nos styles de vie. Toutes les années 70-80, on a valorisé les produits transformés auprès des femmes précisément parce que ça permettait de répondre à cette contrainte de gestion du temps de travail et du temps de famille. La génération mai 68 a pu gagner en liberté, en indépendance. J'ai plus de corvée pour faire la cuisine, je peux acheter des plats et les surgeler, et puis comme ça tout le monde mange aussi. Dans les années 60, on passait 2 heures par jour en cuisine. Aujourd'hui, on n'en passe plus que 30 minutes. On fait moins la cuisine, on consomme moins de fruits et légumes. On a une baisse des consommations de produits bruts. Le fruit, c'est le produit qui est de moins en moins consommé par génération. Les seuls qui mangent 5 fruits et légumes par jour, c'est les plus de 60 ans en fait. Donc les jeunes générations, petit à petit, ils ont préféré un dessert. Alors en plus, chacun va chercher son propre dessert, qui est au fond du frigidaire et qui ne change pas de goût. Je change de saison, il est toujours bon au goût. Et donc ça a été remplacé, le fruit à la fin du repas, par les yaourts. Progressivement, on mange de plus en plus n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Et cette déstructuration de la table, elle passe déjà par sa déritualisation. Une des grandes révolutions dans l'histoire de l'alimentation, ça a été ce qu'on appelle la commensalité. Le fait de partager nos repas. Qu'il s'agisse du repas familial, du repas d'affaires, du repas diplomatique. La commensalité, c'est un temps important parce que c'est un temps notamment de socialisation des enfants et d'apprentissage d'un certain nombre de manières de se tenir, de manières de faire, de manières de se comporter. Puis c'est aussi un apprentissage très simple, c'est celui de l'apprentissage des goûts. Quand vous invitez vos amis, par exemple un vendredi soir, je doute que vous fassiez une soupe déshydratée en entrée, une barre chocolatée en dessert et des nuggets en plat principal. Vous allez globalement revenir à des vrais aliments. Donc on voit bien que la vie sociale, la vie de groupe, l'acte de manger de manière globale est beaucoup plus associé aux vrais aliments. Le mot copain ou compagnon, celui avec qui je partage le pain. Le mot ami en vieil arapéen, celui avec qui je partage le sel. C'est le lien entre l'alimentation et le partage. C'est un lien consubstantiel. Et rompre ce lien, c'est pas simplement être plus moderne, c'est ne plus être pleinement humain.
On est passé des vrais aux faux aliments. On est passé à une artificialisation croissante de notre alimentation pour modifier les propriétés de goût, couleur, arôme, texture des aliments par des moyens artificiels. Aujourd'hui, sur certains aliments, heureusement qu'il y a les étiquettes. Sinon, on ne saurait vraiment pas ce qu'on mange. À quel moment notre nourriture est-elle devenue si mystérieuse ? On s'est mis, pour accompagner les grandes villes, à vouloir développer des aliments à coût de plus en plus bas, qui se préparent vite, qui peuvent se manger sur le pouce rapidement. L'explosion, c'est vraiment les années 80, où là, on a à la fois, de façon concomitante d'ailleurs, une explosion des techniques marketing et de la technologie en fait, qui va permettre de produire ces aliments. Au bout d'un moment, on a fini par se rendre compte qu'il était plus rentable de vendre des parties de l'aliment fractionné d'origine que l'aliment de départ. Donc on peut craquer un grain de blé en plus de 15 constituants ou ingrédients différents. On peut craquer le lait en à peu près une trentaine d'ingrédients ou de substances différentes. On fractionne une dizaine d'aliments sur la planète. Et rien qu'avec ça, on peut créer des centaines de nouveaux composants pour fabriquer des produits ultra transformés. Le concept d'ultra transformé regroupe évidemment la malbouffe, mais aussi toute une gamme d'aliments qui pourraient vous être présentés comme sains ou bons pour la santé et qui en réalité ne le sont pas, mais qui sont quand même des recombinaisons d'ingrédients avec des marqueurs d'ultra transformation, c'est-à-dire colorants, texturants, exhaustants de goût et arômes souvent artificiels. On va remplacer de la crème par un mélange eau farine ou eau amidon de maïs modifié, dans une carbonara par exemple industrielle. Et puis il y a une question aussi qui est directement liée à ces nouveaux systèmes alimentaires, puisqu'on a des systèmes alimentaires qui sont longs par le nombre d'intermédiaires, mais ils sont longs aussi en temps. Or, un aliment, la plupart des aliments qu'on connaît, ils sont putrescibles. Donc si vous voulez empêcher ça, vous allez être obligé d'utiliser des conservateurs, des antioxydants, des choses comme ça. Mais alors pourquoi on est attiré par ce genre de produit ? En fait, notre point faible, c'est notre cerveau. Au premier mois de sa vie, un bébé commence d'abord par distinguer les couleurs. Il est attiré par les couleurs vives, saturées, comme le rouge et le bleu. Si on voulait vraiment vous faire goûter un produit, il faudrait le faire dans le noir. Les aliments ultra transformés, une de leurs caractéristiques, c'est d'avoir des emballages très attractifs. Pour attirer les enfants, on fait des emballages, vous verrez, ils sont très colorés, les sodas sont très colorés, les yaourts à boire aromatisés très colorés. On met des personnages de l'univers des enfants, des héros du moment. Ils sont souvent suremballés en portions individuelles, donc on voit bien l'idée de manger seul. Et puis quand vous avez ouvert un sachet, pour pas perdre, vous avez tendance à finir le sachet même si vous avez plus faim. Pour identifier les produits ultra transformés, des chercheurs brésiliens ont créé la classification NOVA. En gros, quand vous voyez un 4, c'est que c'est un produit ultra transformé. Ce qu'on soupçonne aujourd'hui, c'est que ces produits ultra transformés, en fait, ont perdu leur qualité nutritionnelle par rapport à l'aliment brut ou l'aliment frais, et ils seraient responsables, en fait, d'une partie, en tout cas, des épidémies de maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, etc. Aujourd'hui, on a un faisceau de preuves qui commence à s'alourdir, puisqu'on est rendu à peu près à 25 études, qui est largement suffisant pour appliquer ce qu'on appelle le principe de précaution et encourager les gens à limiter la consommation de ces aliments. Avant 2000, en 95, je pose une question. Est-ce que pour vous, manger, ça présente des risques pour votre santé ? Et on n'est qu'à la moitié des Français qui disent oui, il y a des risques importants ou très importants. Et aujourd'hui, on est à 75%. Donc les 3/4 des Français pensent aujourd'hui que manger, ça présente un risque pour sa santé. Ce qu'il faut, c'est changer la qualité des ingrédients. Le problème n'est pas de faire des biscuits et des confiseries moins sucrées, puisqu'on les achète pour ça. Le problème, c'est plutôt d'utiliser des sucres de meilleure qualité. Au lieu de prendre des sirops de glucose fructose, pourquoi pas prendre du miel, des sucres intégraux ou des sucres complets. Là, déjà, ce serait mieux. Et puis de dire aux gens que c'est des aliments qui se consomment à l'occasion. Et le jour n'est peut-être pas si loin où le repas terminé retournera aussitôt au néant.
Le néant. On a vraiment cru un jour que la Terre allait tout encaisser? Qu'on pouvait tout jeter, tout consommer sans conséquence? Et que jamais ça ne s'arrêterait? Le système alimentaire, une de ses caractéristiques, c'est qu'il est mondialisé. On peut prendre l'exemple de la fabrication d'une pâte à tartiner. Vous avez besoin de noisettes. Ces noisettes, elles viennent principalement de Turquie. Vous avez besoin de cacao qui vient du Nigeria, d'huile de palme qui vient de Malaisie. Vous avez besoin de sucre qui vient principalement du Brésil. Ça, on le sait tous plus ou moins. Le bilan carbone des transports longue distance, c'est assez énorme. Mais ce dont on se doute pas, c'est que le bilan carbone le plus lourd, désolé, c'est vous dans votre voiture pour aller faire vos courses. Ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire le kilomètre parcouru par le consommateur, qui va prendre la voiture pour transporter seulement 3, 4, 5, même 10 kilos de nourriture. Et donc ça compte beaucoup plus fort que des camions qui vont certes consommer beaucoup, mais qui vont transporter plusieurs tonnes de nourriture à chaque fois. Le dernier kilomètre, c'est 60% du bilan carbone du transport de l'alimentation. Mais il n'y a pas que la distance qui compte. Il y a aussi le mode de production. Prenons par exemple ces deux belles salades. L'une provient d'Espagne, où il fait chaud, et l'autre est du coin, mais il fait froid, alors il faut bien la réchauffer. Et ça demande beaucoup d'énergie. Ce qu'on constate, c'est que la laitue produite en serre localement a un impact plus fort, elle a émis plus de carbone que la laitue qui est venue d'Espagne. Oui, mais en fait, le chauffage de la serre compte pour beaucoup. Et le transport, il est réduit parce que la laitue, elle n'est pas venue toute seule, elle est venue avec des tonnes de laitue dans un gros camion, alors que les volumes de serre à chauffer font que ça compte énormément. Et c'est pour ça, et c'est justifié, que les recommandations, c'est de manger à la fois local et de saison. Il faut bien avoir les deux en même temps pour avoir un bilan carbone réduit. Le bilan carbone de l'alimentation, c'est donc d'abord la production, et en particulier la production de viande. C'est une variable clé dans les effets de l'alimentation sur le changement climatique. Or, la consommation de viande, par exemple, a doublé entre 1961 et 2011 à l'échelle mondiale. L'agriculture française doit la moitié de son bilan carbone à l'élevage. Même il est content. Aujourd'hui, la plupart des élevages conventionnels vont proposer à leurs vaches très peu d'herbe et surtout du maïs et du soja. Donc des élevages dépendants de monoculture et donc d'une agriculture conventionnelle intensive. On déforeste pour pouvoir cultiver du soja, pour pouvoir créer de nouvelles zones d'élevage. On ne s'en rend pas forcément compte, mais le système alimentaire est responsable d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et en plus, il met en danger la biodiversité. On a abandonné de nombreuses espèces végétales ou animales, puisque on se nourrit de plus en plus, et notamment dans les pays riches, de produits transformés, de produits issus de l'industrie agroalimentaire. Les gens se demandent parfois pourquoi préserver la biodiversité, ça a une importance dans mon quotidien. Je dirais d'abord pour votre alimentation. C'est-à-dire que chaque fois que vous mangez quelque chose, vous êtes vous-même en interaction indirectement avec la biodiversité de 100, 1000 endroits différents qui contribuent à votre alimentation. Tout va bien, ça va aller. Relax, détendez-vous. On aurait aimé vous dire ça. Sauf qu'à cause des pressions exercées sur les terres et du réchauffement climatique, on risque de ne plus pouvoir continuer comme ça bien longtemps. Ce qui menace la sécurité alimentaire, c'est la dégradation des sols. Alors, dans un contexte en plus de croissance démographique, la perte de certains sols liés à des sécheresses, par exemple, le manque d'eau pour pouvoir assurer l'agriculture à l'ensemble de la population. Ce système est largement menacé par les transformations environnementales. Il est menacé parce qu'on estime que ça va être très très compliqué de continuer à produire de cette manière. Il y a des choix politiques sur le fait d'aider certains agriculteurs à passer d'un modèle productiviste à un modèle plus extensif. Ça permettrait d'éviter la dégradation des sols, d'éviter la dégradation de notre cadre de vie, de notre environnement.
Vite, vite, il faut changer notre système alimentaire. Mais qui a vraiment le pouvoir de faire bouger les choses? Le consommateur? Le vendeur? Le législateur? Plus on a un système alimentaire complexe, plus on a d'acteurs, et plus le changement est forcément difficile. C'est-à-dire que le système il est résilient, c'est-à-dire que si vous modifiez des choses, mais en gros tous les autres acteurs vont s'adapter à ce changement. Le consommateur, il a pris plus de place. C'est dans le jeu des rôles des acteurs. Et c'est ça qui déroute un petit peu, c'est que le consommateur, il vote un peu en consommant. Parce qu'il a moins de façons qu'avant de faire changer la société. Donc sa façon de changer les choses, c'est de faire ses choix alimentaires. Les consommateurs peuvent quand même influencer la production, c'est-à-dire qu'on est dans des marchés qui fonctionnent sur l'offre et la demande. À partir du moment où la demande, par exemple, de produits sains, localisés, biologiques est plus importante, il y a une réorientation aussi de la production. On a une organisation en sablier. On a quelques centaines de milliers, on va dire, d'agriculteurs en France. On a 60 millions de consommateurs de l'autre côté. Et entre les deux, on va avoir un système assez étroit avec très peu de commerçants qui vont commercialiser l'essentiel de la nourriture. Les acteurs du milieu, les commerçants, ont donc un rôle potentiel pour modifier les choses. Le plastique, là, c'est le sujet du moment. Comme dans la distribution, on va se rendre compte, avec les achats où il y a trop de suremballage, les produits qui sont trop suremballés, qu'il y a une critique parce que le bio, il est emballé en plastique, ils vont faire un effort, ils vont l'enlever. C'est bien connu, le client est roi. Mais le roi, c'est nous. C'est nous, les consommateurs, qui décidons de l'offre alimentaire et cette offre ne fait que répondre à nos demandes. Mais est-ce qu'on est complètement libre de nos choix? S'agissant de l'alimentation, une grande partie de la population est aujourd'hui contrainte et n'a pas le choix. On peut même considérer qu'au-delà de la question de la contrainte économique, que nos choix alimentaires sont largement conditionnés par l'offre dont on dispose. On demande aux consommateurs d'avoir un comportement rationné face à une diversité de produits qui est étiqueté, marqué par des discours à la fois de l'État, de plus en plus par les industriels, qui ont vocation à nous diriger vers une alimentation dite saine. Alors oui, on continue de manger des produits trop transformés, des produits trop sucrés, trop salés, trop gras. Mais est-ce qu'on est vraiment les seuls responsables? Au final, ce qui est en jeu, c'est la question de l'environnement, c'est-à-dire l'environnement de consommation. Et donc, s'il y a quelque chose qu'on doit changer, ce n'est pas le consommateur, mais c'est les produits que l'on vend. Mais alors, si on voulait transformer le système alimentaire, comment on pourrait s'y prendre? Notre alimentation est tellement dépendante d'un ensemble de normes, de relations sociales, d'impératifs économiques, de politiques publiques. Pas si simple de tout changer. Nous avons oublié la nécessité d'avoir des politiques alimentaire, en renvoyant finalement la responsabilité aux consommateurs. Le changement vient toujours de structures collectives. C'est-à-dire que ce n'est pas une somme de petits gestes qui va permettre effectivement cette transition alimentaire. Et si on s'y mettait tous? Si on changeait aussi la façon dont nos aliments sont produits, transformés et distribués? Si on changeait les règles du jeu du système alimentaire? Changer l'alimentation, c'est changer structurellement aujourd'hui nos sociétés telles qu'elles ont évolué. Ça nécessite en fait de mettre en branle la totalité du système et pas de faire reporter ça sur chacun. Et d'après vous, dans le futur, on se dirige vers quoi? On continue comme ça, sans rien changer? On fait confiance à la science? Ou alors on revient à des choses plus naturelles? Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous pouvons envisager
le passage à une alimentation qui serait totalement libérée de l'agriculture. Une alimentation à base de biotechnologie. On peut s'affranchir des conditions de l'environnement, c'est-à-dire une alimentation qui serait complètement déterritorialisée. Le premier moment, ça va peut-être être le passage à une agriculture sans élevage, avec ce qu'on appelle l'agriculture cellulaire. La révolution. Imaginez que l'on puisse produire sa propre viande à la maison. Avec seulement quelques cellules souches achetées sur Internet, le procédé serait à peine plus compliqué que de faire pousser ses légumes. On sait que pour pouvoir aujourd'hui produire la viande nécessaire à l'ensemble de l'humanité, 150 vaches suffiraient à partir effectivement de cette production cellulaire. On peut produire du saumon synthétique à partir de cellules souches élevées en laboratoire. Du blanc d'œuf qui n'a nécessité d'élever aucune poule. Des substituts de viande à base de plantes. On peut même créer de la fausse hémoglobine pour rendre la viande artificielle saignante. Cette agriculture biotechnologique, elle est souvent présentée comme une agriculture durable, du fait des gains qui peuvent être faits sur l'irrigation, des gains qui peuvent être faits sur les pesticides, sur l'utilisation des terres. Si vous produisez de la viande in vitro, vous n'avez plus besoin de déforester. La question n'est pas de savoir si techniquement, scientifiquement, cela va être possible. La question, c'est celle de l'acceptabilité. Est-ce que finalement, en se déconnectant complètement de notre environnement, on ne va pas vers plus de déshumanisation? Dans ces cas-là, on ne se pose pas vraiment la question de notre cadre de vie, de notre environnement, de nos paysages. En plus, ça va un peu à l'encontre quand même de cette demande aussi de produits localisés, de produits de terroir qui participent à l'identité d'un territoire. La seule alternative possible, c'est de miser sur 1,5 milliard de petits paysans à l'échelle mondiale. Ça veut dire nécessairement aussi respecter la biodiversité. Ça veut dire nécessairement respecter la façon différente dont les gens ont de manger. De respecter tout simplement à la fois les humains, les animaux et la terre. Changer la production toute seule, ça ne suffit pas. Il faut forcément aussi changer nos modes de consommation. Les solutions sont entre les mains de chacun d'entre nous. Quand nous faisons nos courses, quand nous préparons nos repas. Construire des systèmes alimentaires durables nécessitera aussi de s'adapter à toutes les étapes. Trouver la bonne recette de transformation. Fixer le juste prix. Le bon mode de production agricole. On estime que le passage au 100% biologique ferait réduire de 3 à 7% les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui n'est pas énorme, mais si on ajoute la transformation de nos modes de consommation alimentaire, par exemple si on réduit par 3 notre consommation de viande, là les effets d'une agriculture 100% biologique sont largement supérieurs. Le changement majeur qu'il faudrait, c'est évidemment réduire les produits ultra transformés chez le consommateur pour favoriser en fait la transformation à la maison et ensuite de permettre aux agriculteurs de changer de pratique sans que ça passe par une stigmatisation. C'est-à-dire que l'idée c'est plutôt faire un accompagnement et qu'ils se rendent compte finalement qu'ils en tirent des bénéfices économiques, environnementaux, sanitaires. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de faire des aliments qui soient moins ultra transformés, mais qui se conservent aussi très longtemps, parce qu'on a besoin d'aliments qui se conservent longtemps. Peut-être inventer de nouveaux procédés technologiques plus doux, peut-être revenir à des procédés qui existaient autrefois, comme la fermentation, pourquoi pas, les conserves, qui sont des aliments qui ont été un peu décriés et qui pourtant sont plutôt des aliments corrects, pour qu'on ait des aliments, des vrais aliments, mais qui se conservent peut-être un peu plus longtemps que ce qu'on sait faire. Ça y est, on y est. L'heure des choix a sonné. À quoi ressemblera la transition alimentaire qui vient? Quelle agriculture et quelle alimentation souhaitons-nous? Et quel magasin voulons-nous? Et si on changeait tout?